Les enfants ont souvent le génie de poser la mauvaise ou la bonne question au bon ou mauvais moment. Andy Bollinger, 14 ans, est un petit génie. Septembre 1970. Tandis que le président Richard Nixon assiste en France à Notre-Dame de Paris à la messe solennelle qui suit les obsèques du général de Gaulle, les étudiants de son pays défilent dans les rues avec des pancartes « Paix au Vietnam ». Anne est parmi eux. Étudiante en sociologie dans une université du Massachusetts, 20 ans, tous les espoirs devant elle, elle n'en a qu'un d'obsédant, la paix au Vietnam. En novembre 1969, elle était déjà parmi les 250 000 jeunes Américains défilant dans les rues de Washington avec Nixon en effigie. « À bas Nixon, à bas la guerre !» Anne est une activiste, elle appartient même à un petit groupe dont le meneur est son amant. Un groupuscule, dit-on à FBI, qui épluche toujours soigneusement les photographies et les bandes vidéo des manifestations pour identifier les activistes. Anne étudie la sociologie. L'idéal de paix que l'on porte à 20 ans devrait s'arrêter aux pancartes, aux manifs et aux réunions d'étudiants. Mais l'homme qu'elle aime, le chef du groupuscule en question, n'est pas aussi naïf, aussi idéaliste. Le 23 septembre, il réunit son groupe, les meilleurs, lui, Jimmy, elle, Anne et 2 copains, surnommés Bob et Bill, pour faire anonyme. Jimmy parle, discours, il parle bien, et Anne écoute en essuyant ses lunettes. Soudain, elle sursaute. Braquer une banque? Mais pourquoi? Mais pour lutter contre la politique de Nixon, il faut des moyens, de l'argent pour les tracts, les pancartes, de l'argent pour les manifs, de l'argent pour les concerts pop, qui servent souvent de rassemblement. Anne refuse. Braquer une banque n'est pas dans ses idées ni dans ses compétences. Alors Jimmy passe à la vitesse supérieure. Mais tu t'engages comme une midinette. Tu n'as pas la véritable foi. La paix pour toi, c'est juste une idée en l'air, hein? Et pendant ce temps-là, des milliers de jeunes Américains de ton âge et du mien balancent du napalm sur la tête d'enfants innocents. L'Amérique doit avoir honte. L'Amérique doit se réveiller. Si tu veux rester un mouton, retourne à tes chères études et attends que les autres règlent le problème pour toi. Si tu fais partie de cette bourgeoisie qui se fout complètement du Vietnam, pourvu qu'elle se gargarise de crème glacée et paie le crédit de sa baraque. D'ailleurs, si tu m'aimes... Ah, ça c'est lâche. Mais Jimmy est un lâche. Anne ne l'a pas compris parce qu'il n'étale pas toutes ses cartes. Il se garde bien, par exemple, de dire ce pourquoi il est là, en fait. Je veux de l'argent pour me procurer des armes. Or, c'est la triste réalité. Jimmy est un sous-marin, manipulé lui-même, chargé de monter un véritable noyau terroriste. La paix, il l'avait avec des armes, et tout est bon pour s'en procurer. Mais bien entendu, il évite d'en parler aux petits camarades. D'abord, les entraîner dans un premier braquage, et une fois l'engrenage mis en place, on connaît la suite. Il n'y a que le premier mauvais coup qui fait peur. Anne va-t-elle céder par amour? Elle marche, amour et naïveté mélangées. Une banque, ce n'est pas grave, les clients n'en souffriront pas, les assurances se chargent de combler le déficit. Ce n'est tout de même pas la même chose que d'aller braquer un malheureux pompiste. On est des pacifistes. Anne a hésité pourtant. À cet instant-là, elle s'est dit « Je file, je les laisse tomber, ils sont fous. » Mais Jimmy l'a lu dans ses yeux, qui même me suivent. Et elle a basculé. Dans l'après-midi du 23 septembre 1970, la bande attaque une agence et l'affaire tourne mal. Au départ, il était question de faire peur avec des cagoules et des pistolets de plastique. Mais Jimmy n'aime pas le plastique. Un brave policier, père de famille, 5 enfants, se précipite pour défendre le caissier et Jimmy tire. Une balle dans le dos. Les 4 gangsters prennent la fuite, laissant derrière eux 5 orphelins et sans avoir réussi à braquer la banque. Anne disparaît, comme Jimmy, comme Bob, comme Bill. Le FBI se met en chasse, leurs photos sont placardées dans les grandes villes des États-Unis et Jimmy est repéré, arrêté. Puis c'est au tour des 2 autres. Il ne reste qu'une complice en liberté, Anne.
Même s'ils l'avaient voulu, les 3 autres étaient incapables de renseigner le FBI. Les parents de la jeune fille non plus. Ils ont appris en même temps que leur fille était gauchiste, anti-Vietnam et braqueuse de banque. Depuis sa fuite sur un trottoir, personne ne l'a revue. Signalement. Visage rond, encore un peu enfantin, cheveux longs et raides, couleur châtain, yeux marrons, lunettes de myope à monture d'écaille, 1m68, 60 kilos. Passe le temps et les hommes politiques. Fin de la guerre au Vietnam, retour des marines, les années 80 sont là. Toujours pas de nouvelles de la disparue. Les parents s'obstinent à la croire vivante quelque part, ils attendent un mot, un coup de téléphone, un signe quelconque, juste pour les rassurer. Ils vieillissent. Ils n'ont pas d'autres enfants. Le malheur est entré dans leur vie avec ce vide, le vide terrible de la disparition. Le FBI, bien entendu, a posé des écoutes, établi une surveillance, espérant que la jeune fille prendrait un jour ou l'autre contact avec sa famille. Rien. Les années 80 se terminent. 90, 91, 92, 93. Il y a maintenant 23 ans qu'Anne a disparu. Plus d'affiches dans les rues, plus d'écoute. Juste un dossier dans un placard, un fichier dans un ordinateur. Recherché pour tentative de hold-up et complicité de meurtre, Anne P. Dernier domicile connu, Boston, Massachusetts. 23 ans. Si Anne est encore en vie, elle a 43 ans. Quelque part, de l'autre côté des États-Unis, au nord-ouest, là-bas, au cœur de l'Oregon, en dessous des montagnes bleues, entre le lac Summer et le lac Malheur, un garçon de 14 ans se promène avec son chien. Andy aime la pêche, la chasse avec son père et par-dessus tout, les fabuleuses tartes aux myrtilles de sa mère. Alice en a fait sa spécialité à tel point qu'elle a ouvert une auberge salon de thé à la sortie de la petite ville de Corval, où tous les copains de son fils Andy viennent se régaler au goûter, et aussi bien sûr les touristes, les promeneurs. Cette région de l'Oregon superbe avec ses chalets de bois, ses forêts, ses lacs est une merveille pour celui qui veut se désintoxiquer de la vie moderne, des gaz de voiture et des hurlements des sirènes de police. Anne Bollinger est une femme heureuse, son époux aussi, son fils Andy de même, et le chien suit le mouvement. Si on allait voir maman, qu'est-ce que t'en dis le chien? Le salon de thé bourré, les tartes aux myrtilles défilent, c'est la saison d'octobre, le coup de feu. Maman est assise sur les marches de bois devant l'auberge, la tête dans les mains. « Ça va pas, maman ?»« Andy, il faut que je te parle. Tu es presque un homme à présent. Hier, tu m'as posé une question, tu te souviens? Pour les grands-parents, c'est ça. Je t'ai expliqué qu'ils étaient morts il y a longtemps. Je t'ai fait pleurer, maman, je suis désolé. Je t'ai dit que j'avais 20 ans quand ils étaient morts, et que c'était dur de perdre son père et sa mère en même temps. N'en parle plus, maman, j'ai compris. Dis-moi, Andy, que ferais-tu si on te disait que ta mère et ton père sont vivants, alors que tu les croyais morts? Moi? Bah, t'es marrante, je vais les retrouver en courant. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Une histoire, Andy. La mienne. J'ai essayé d'oublier depuis des années. Et puis, mon histoire, elle m'est revenue comme ça, en pleine figure, à cause de toi. Parce que tu as demandé où étaient enterrés ton grand-père et ta grand-mère. Pourquoi ils n'étaient pas dans l'Oregon? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant dans leur vie? Si tu leur ressemblais ou pas. Tu ressembles à ton grand-père, Andy. Du moins, je le suppose, car je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais je lui ai parlé ce matin. Il n'est pas mort. Personne n'est mort. C'est moi qui ai voulu faire mourir tout le monde, tout mon passé. Tu sais que quand j'avais 20 ans, j'étais stupide, j'ai fait des bêtises, et j'ai eu peur qu'on me mette en prison. Alors j'ai disparu. J'ai changé de couleur de cheveux, d'identité, de lunettes, je me suis obligé à maigrir, parce que j'étais trop ronde.
Je me suis habillé comme les gens d'ici, j'ai parlé comme eux, vécu comme eux. Et puis j'ai rencontré ton père. Et je n'ai plus donné de nouvelles à mes parents. Jamais. Je me suis inventé une histoire d'orpheline, un lieu de naissance qui n'était pas le mien. Et pendant des années, on m'a appelé Alice. Et tous les jours, je faisais des efforts pour ne pas me tromper. Même avec ton père, c'était difficile. Parfois, il me posait des questions comme toi sur ma famille, mes origines. Et j'avais toujours peur de me tromper, de répondre la vérité au lieu d'un mensonge. Il a fallu des années pour que j'arrive à vivre réellement dans la peau d'Alice Bollinger, ta mère. Je tremblais toujours que quelqu'un découvre que mes papiers étaient faux, que j'avais pris l'identité de quelqu'un d'autre. L'année dernière encore, en me décidant à épouser ton père, j'étais morte de trac devant le pasteur. Nous vivions depuis si longtemps ensemble qu'il ne comprenait pas pourquoi je refusais toujours de me marier. J'ai eu peur que les gens trouvent cela bizarre, et j'ai épousé ton père. Mais hier, quand tu m'as demandé où était la tombe de tes grands-parents, que je t'ai menti une nouvelle fois, j'ai pas pu le supporter. J'ai pas dormi de la nuit. Et puis ce matin, j'ai pris l'annuaire, j'ai demandé aux renseignements si monsieur et madame P. de Boston avaient toujours le même numéro de téléphone. J'ai appelé. Et j'ai entendu la voix de mon père. Alors je me suis excusé comme si je m'étais trompé de numéro, et il a dit « Qui êtes-vous » J'ai pas répondu, j'y arrivais pas. Alors mon père a dit « Rosemary, c'est encore ta sœur qui oublie de mettre une pièce dans la machine. » Rosemary, c'est ma mère. Et celle qui oublie de mettre une pièce dans la machine, c'est ma tante, Elisabeth. Et alors, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, maman? Rien, j'ai raccroché. Et depuis, j'ai fait le point. J'ai pas réussi à être heureuse. Cette histoire me poursuit tout le temps. J'ai fait des dépressions, j'ai eu peur d'avoir un autre enfant pour des histoires de papier, peur d'épouser ton père, peur de te mettre plus tard à l'université. Je n'arrive pas à oublier. Et puis surtout, j'ai compris qu'un jour, si tu me demandais encore une fois où était la tombe de tes grands-parents, il n'y aurait peut-être plus de téléphone à Boston, plus de papa, plus de Rosemary, plus de tante Elisabeth. Tu as compris, Andy? Pas tout, maman, mais j'ai compris le principal. Va voir ton père et ta mère. Tu t'arrangeras bien pour le reste. Peut-être que les gens, ils t'en veulent plus là-bas à Boston pour les bêtises que t'as fait. Oh, ça m'étonnerait, Andy. Je risque de ne plus te voir pendant un moment. Tu es sûr que je dois le faire. Tu m'as toujours dit, range tes affaires, n'attends pas le lendemain. D'accord, Andy, je vais ranger mes affaires. Aujourd'hui, c'est l'heure. Anne P. a été condamnée à 8 ans de prison, au terme desquels il lui sera possible de recommencer sa vie normalement, de refaire des tartes aux myrtilles en Oregon, et de vérifier si son fils Andy ne fait pas de bêtises à l'université. Avec un peu de chance, elle sera libérée sous contrôle judiciaire à la moitié de sa peine. Auquel cas elle sortira en octobre 1997.